À 18 ans, j'ai été jeté à la rue sous la pluie à cause d'un mensonge que mon frère avait raconté. Ma mère a crié, « Tu n'as plus ta place dans cette maison ». Mon père a ricané, « Ne nous montre plus jamais ton visage ». Je suis parti en silence. 2 semaines plus tard, il en riait avec ses amis. Puis il a sursauté lorsqu'une main s'est posée sur son épaule, « Papa. Pourquoi es-tu ici ?» Je m'appelle Clara et j'avais 18 ans quand j'ai appris que certaines familles n'ont pas besoin de preuves pour vous jeter. La nuit où c'est arrivé, le courant avait déjà vacillé 2 fois. Mon téléphone était presque déchargé, et mon sac à dos était encore posé près des escaliers parce que je pensais que je rentrais simplement du travail, pas que je laissais ma vie derrière moi. Mon frère avait dit une phrase, juste une, et soudainement chaque bonne chose que j'avais jamais faite dans cette maison ne signifiait plus rien. Ma mère m'a regardé comme si j'étais une étrangère et a crié, « Tu n'as plus ta place dans cette maison ». Mon père n'a pas demandé ma version des faits. Il n'a pas vérifié mon compte bancaire, mon emploi du temps, ou la vérité qui se trouvait juste devant lui. Il a simplement ouvert la porte d'entrée, jeté mon sac à dos sur le porche, et a dit, « Ne nous montre plus jamais ton visage ». Je me souviens d'être resté là sous la pluie, attendant que quelqu'un scie en premier, attendant que la culpabilité les frappe, attendant que la porte s'ouvre à nouveau. Cela n'est jamais arrivé. Alors je suis parti sans pleurer, car si je commençais, je savais que je ne pourrais peut-être pas m'arrêter. Pendant 2 semaines, ils ont laissé le monde croire que je m'étais enfui parce que j'étais coupable. Puis mon père a fait une erreur. Il en a ri en public, comme si jeter sa fille dans une tempête était quelque chose dont il fallait être fier. C'est à ce moment-là qu'une main s'est posée sur son épaule et que son visage a blêmi. Il s'est retourné et a murmuré, « Papa, pourquoi es-tu ici ?» Mon grand-père l'a regardé et a dit, « Parce que le mauvais enfant a été puni, et je sais enfin où est passé l'argent. » Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait chez vous. Je veux juste savoir jusqu'où cette histoire peut voyager, car ce qui s'est passé ensuite a changé ma famille pour toujours. J'ai grandi à Wilmington, en Caroline du Nord, dans une maison qui semblait normale depuis la rue. Un revêtement blanc, 2 chaises à bascule sur le porche, un petit drapeau américain près de la boîte aux lettres, et un garage plein d'outils auxquels mon père tenait plus qu'à la plupart des gens. Si vous passiez devant chez nous, vous auriez pensé que nous n'étions qu'une autre famille de la classe moyenne essayant de faire face aux factures, aux tempêtes, au travail et au dîner comme tout le monde. Mais à l'intérieur de cette maison, il y avait une règle que personne ne prononçait jamais à voix haute. Mon frère était l'avenir, et j'étais le problème. Mon père possédait une petite entreprise de restauration après tempête, le genre qui réparait les toits, les gouttières, les fenêtres et les dégâts des eaux après que les ouragans et les tempêtes d'été aient ravagé la côte. Il était fier de cette entreprise, fier de ses bottes de travail, fier du fait que les gens l'appelaient quand leur plafond fuyait et que leur jardin était inondé. Ma mère s'occupait de la facturation et des formalités administratives depuis la maison, toujours avec un sourire fatigué et une tasse de café devenue froide à côté de son ordinateur portable. Mon frère travaillait pour mon père en tant qu'estimateur junior, bien que travail soit un mot généreux pour ce qu'il faisait. Il arrivait en retard, perdait des reçus, oubliait des rendez-vous, et recevait quand même des éloges pour son apprentissage de la responsabilité. Je travaillais à temps partiel dans le café d'un refuge pour animaux, j'économisais presque chaque dollar que je gagnais, et je prévoyais d'étudier la technologie vétérinaire au collège communautaire. Mais dans ma maison, mes projets étaient traités comme une petite phase mignonne. Mon père disait, « Les animaux ne paient pas les vraies factures, Clara. » Ma mère soupirait et me disait de ne pas tout prendre si personnellement. Mon frère a appris très tôt qu'il pouvait faire disparaître ses erreurs s'il me pointait du doigt assez vite. Si une carte d'essence de l'entreprise manquait, je devais l'avoir déplacée. Si un dossier client était égaré, je devais avoir nettoyé trop agressivement. Si la cuisine était en désordre, je devais l'avoir laissée ainsi. Même quand j'avais été au travail toute l'après-midi, le pire n'était pas les accusations. C'était la rapidité avec laquelle tout le monde y croyait. Mon père n'enquêtait pas. Il jugeait. Ma mère ne me défendait pas. Elle adoucissait la punition et appelait cela de l'amour. Elle disait, « Laisse tomber. Il subit beaucoup de pression. Ne donne pas une mauvaise image de ton frère. » Mais personne ne semblait jamais s'inquiéter de l'image que je donnais. Personne ne se souciait du fait que je devenais la poubelle de la famille, l'endroit où chaque erreur pouvait être jetée et oubliée. Il y a eu de petits signes pendant des années. Mon frère a emprunté de l'argent à ma mère et lui a dit que je l'avais demandé.
Il a pris mon chargeur de téléphone, puis a fait l'offusquer quand je l'ai trouvé dans son camion. Une fois, il a rayé le côté d'une galerie de toit d'entreprise et a dit à mon père que j'avais reculé mon vélo dedans. Je ne possédais même plus de vélo. Mais cela n'avait pas d'importance. Mon père l'a cru parce qu'il le voulait bien. Croire mon frère lui donnait l'impression d'avoir élevé un fils fort. Me croire aurait signifié admettre qu'il avait élevé un menteur. Alors, il a choisi l'histoire la plus facile. Je me souviens d'une nuit, environ un mois avant la tempête. J'ai trouvé un reçu dans la buanderie pour un accessoire de camion que mon frère ne pouvait certainement pas s'offrir. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a souri comme s'il avait attendu que je le remarque. Il a dit, « Tu t'inquiètes trop, Clara. C'est ton problème. » Puis il s'est éloigné. J'aurais dû prêter attention à ce moment. J'aurais dû comprendre que les gens comme lui ne mentent pas seulement pour échapper aux ennuis. Parfois, ils mentent parce que regarder quelqu'un d'autre souffrir les fait se sentir puissant. À l'époque, je croyais encore qu'il y avait une ligne qu'il ne franchirait pas. Je pensais qu'il pourrait me blâmer pour de petites choses, mais pas pour quelque chose qui pourrait me détruire. J'avais tort. Il attendait seulement une tempête assez bruyante pour couvrir le bruit de ce qu'il s'apprêtait à faire. J'ai grandi à Wilmington, en Caroline du Nord, dans une maison qui semblait normale depuis la rue. Un revêtement blanc, 2 chaises à bascule sur le porche, un petit drapeau américain près de la boîte aux lettres, et un garage plein d'outils auxquels mon père tenait plus qu'à la plupart des gens. Si vous passiez devant chez nous, vous auriez pensé que nous n'étions qu'une autre famille de la classe moyenne essayant de faire face aux factures, aux tempêtes, au travail et au dîner comme tout le monde. Mais à l'intérieur de cette maison, il y avait une règle que personne ne prononçait jamais à voix haute. Mon frère était l'avenir et j'étais le problème. Mon père possédait une petite entreprise de restauration après tempête, le genre qui réparait les toits, les gouttières, les fenêtres et les dégâts des eaux après que les ouragans et les tempêtes d'été aient ravagé la côte. Il était fier de cette entreprise, fier de ses bottes de travail, fier du fait que les gens l'appelaient quand leur plafond fuyait et que leur jardin était inondé. Il aimait être l'homme qui se présentait après un désastre et disait aux gens qu'il pouvait réparer ce qui était cassé. La chose étrange était qu'il ne semblait jamais intéressé à réparer ce qui était cassé à l'intérieur de sa propre maison. Ma mère s'occupait de la facturation et des formalités administratives depuis la maison, toujours avec un sourire fatigué et une tasse de café devenue froide à côté de son ordinateur portable. Elle savait quel client payait en retard, quel fournisseur avait besoin d'acompte, et quelle facture mon père oubliait d'envoyer. Elle était intelligente, organisée et prudente avec tout le monde sauf avec moi. Avec moi, elle demandait toujours de la patience. Mon frère travaillait pour mon père en tant qu'estimateur junior, bien que travail soit un mot généreux pour ce qu'il faisait. Il arrivait en retard, perdait des reçus, oubliait des rendez-vous, et recevait quand même des éloges pour son apprentissage de la responsabilité. Mon père lui tapait sur l'épaule et disait qu'il était jeune, que les erreurs faisaient partie de la façon de devenir un homme. Quand je faisais la moindre erreur, j'avais droit à des sermons sur la maturité, la gratitude, et sur la dureté de la vie si je n'apprenais pas la discipline. Je travaillais à temps partiel dans le café d'un refuge pour animaux, j'économisais presque chaque dollar que je gagnais, et je prévoyais d'étudier la technologie vétérinaire au collège communautaire. J'aimais les animaux parce qu'ils répondaient honnêtement à la gentillesse. Ils ne déformaient pas vos mots. Ils ne faisaient pas semblant d'être blessés pour que quelqu'un d'autre soit puni. Je prenais des photos des chiens et des chats du refuge pour les aider à être adoptés. Et parfois, je passais 1 heure à essayer de capturer un chien effrayé ayant l'air assez courageux pour qu'une famille le remarque. Mais dans ma maison, mes projets étaient traités comme une petite phase mignonne. Mon père disait, « Les animaux ne paient pas les vraies factures, Clara. » Ma mère soupirait et me disait de ne pas tout prendre si personnellement. Mon frère riait et disait que je m'entraînais pour une vie entière à nettoyer des cages. Personne n'appelait cela de la cruauté. Ils appelaient cela des taquineries. Mon frère a appris très tôt qu'il pouvait faire disparaître ses erreurs s'il me pointait du doigt assez vite. Si une carte d'essence de l'entreprise manquait, je devais l'avoir déplacée. Si un dossier client était égaré, je devais avoir nettoyé trop agressivement. Si la cuisine était en désordre, je devais l'avoir laissée ainsi, même quand j'avais été au travail toute l'après-midi. Une fois, une cliente a appelé en colère parce que personne ne s'était présenté pour mesurer les dégâts de la tempête sur son Porsche. Mon frère avait complètement oublié le rendez-vous, mais au dîner, il a dit à mon père que j'avais effacé le rappel du calendrier du bureau en utilisant l'ordinateur pour imprimer des formulaires universitaires.
Je n'avais pas touché à cet ordinateur depuis 3 jours. Cela n'avait pas d'importance. Mon père l'a cru parce que mon frère avait l'air confiant et que j'avais l'air désespéré. Le pire n'était pas les accusations. C'était la rapidité avec laquelle tout le monde les acceptait. Mon père n'enquêtait pas. Il jugeait. Ma mère ne me défendait pas. Elle adoucissait la punition et appelait cela de l'amour. Elle disait, laisse tomber. Il subit beaucoup de pression. Ne donne pas une mauvaise image de ton frère. Mais personne ne semblait jamais s'inquiéter de l'image que je donnais. Personne ne se souciait du fait que je devenais la poubelle de la famille, l'endroit où chaque erreur pouvait être jetée et oubliée. Il y a eu de petits signes pendant des années. Mon frère a emprunté de l'argent à ma mère et lui a dit que je l'avais demandé. Il a pris mon chargeur de téléphone, puis a fait l'offusquer quand je l'ai trouvé dans son camion. Une fois, il a rayé le côté d'une galerie de toit d'entreprise et a dit à mon père que j'avais reculé mon vélo dedans. Je ne possédais même plus de vélo, mais cela n'avait pas d'importance. Mon père m'a quand même dit de faire plus attention autour du matériel qui payait nos factures. Je me souviens d'être resté dans l'allée ce jour-là, fixant la rayure, réalisant que la vérité était inutile si les gens autour de vous préféraient le mensonge. Mon père croyait mon frère parce qu'il le voulait bien. Croire mon frère lui donnait l'impression d'avoir élevé un fils fort. Me croire aurait signifié admettre qu'il avait élevé un menteur, alors il a choisi l'histoire la plus facile. Ma mère a choisi l'histoire la plus silencieuse. Et j'ai appris à choisir le silence parce que chaque fois que je me défendais, on m'accusait de faire des drames. Environ un mois avant la tempête, j'ai trouvé un reçu dans la buanderie pour un accessoire de camion que mon frère ne pouvait certainement pas s'offrir. Il était plié dans la poche de son pantalon de travail taché de graisse, et le montant était supérieur à ce que je gagnais en 2 semaines. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a souri comme s'il avait attendu que je le remarque. Il a dit, « Tu t'inquiètes trop, Clara. C'est ton problème. » Puis il a arraché le reçu de ma main, l'a rangé, et est sorti en sifflant comme si de rien n'était. J'aurais dû prêter attention à ce moment. J'aurais dû comprendre que les gens comme lui ne mentent pas seulement pour échapper aux ennuis. Parfois, ils mentent parce que regarder quelqu'un d'autre souffrir les fait se sentir puissant. À l'époque, je croyais encore qu'il y avait une ligne qu'il ne franchirait pas. Je pensais qu'il pourrait me blâmer pour de petites choses, mais pas pour quelque chose qui pourrait me détruire. Je pensais que mes parents pouvaient être injustes, mais jamais assez cruels pour me jeter en danger sans vérifier la vérité. J'avais tort. Mon frère attendait seulement une tempête assez bruyante pour couvrir le bruit de ce qu'il s'apprêtait à faire. Je ne savais pas où aller au début. Il y a une sorte de honte particulière qui accompagne le fait d'être jeté dehors par sa propre famille. Même quand vous savez que vous n'avez rien fait de mal, une partie de vous se demande encore si tous ceux qui vous voient sauront d'une manière ou d'une autre que vous étiez indésirable. J'ai marché 6 pâtés de maison sous la pluie avant que la batterie de mon téléphone ne tombe à 3%. Mes doigts étaient si froids que je pouvais à peine taper, mais j'ai envoyé un message à ma meilleure amie et je lui ai dit que j'avais besoin d'aide. Elle travaillait de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 près de l'autoroute. Le genre d'endroit avec des enseignes au néon, des camionneurs fatigués, et du café assez fort pour garder les gens en vie à travers de mauvaises décisions. Elle n'a pas demandé de détails par message. Elle a juste écrit « Viens ici maintenant ». Au moment où j'ai atteint le restaurant, je tremblais si fort que la cloche au-dessus de la porte semblait plus forte que le tonnerre à l'extérieur. Elle m'a jeté un seul regard, m'a tiré derrière le comptoir, et m'a enveloppé dans un sweatshirt sec trouvé dans les objets perdus. Sa tante était propriétaire du restaurant et avait un minuscule débarras à l'étage avec un vieux canapé, une lampe, et des boîtes d'essuie tout empilées contre le mur. C'est devenu ma chambre. Pendant 2 semaines, j'ai dormi au-dessus du restaurant et j'ai fait comme si l'odeur de l'huile de friture et du café était normale. J'allais toujours travailler au café du refuge. Je répondais toujours aux courriers électroniques du collège communautaire. Je nourrissais toujours les chiens, nettoyais les tables, souriais aux clients, et faisais semblant de ne pas vérifier mon téléphone toutes les heures pour voir si ma mère avait appelé. Elle ne l'a pas fait. Mon père ne l'a pas fait. Mon frère ne l'a certainement pas fait. Les seuls messages que j'ai reçus de la maison étaient indirects. Un voisin a dit à quelqu'un que je m'étais enfui après avoir volé ma famille. Une cousine m'a envoyé un message froid disant qu'elle espérait que je ferais de meilleurs choix. Je ne me suis pas défendu parce que je n'avais pas encore de preuves, seulement la vérité. Et j'avais appris que la vérité ne signifiait rien dans ma famille sans des preuves assez solides pour embarrasser quelqu'un.
Ce que je ne savais pas, c'est que ma meilleure amie avait contacté mon grand-père. Elle avait trouvé son numéro sur une vieille carte de Noël que je gardais dans mon portefeuille. Je ne l'avais pas appelé parce que j'avais honte et parce qu'une petite partie de moi voulait encore protéger mes parents de ce qu'ils avaient fait. Elle était plus intelligente que moi. Mon grand-père est descendu de Raleigh sans me prévenir. Il n'est pas allé chez mes parents d'abord. Il est venu au restaurant. Quand il est monté à l'étage et m'a vu plier ma chemise de travail à côté de ce vieux canapé, son visage a changé d'une manière que je n'oublierai jamais. Il n'a pas crié. Il n'a pas demandé pourquoi je n'avais pas appelé. Il s'est simplement assis en face de moi et a dit, « Commence par le début, Clara. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'enveloppe, de l'accusation, du reçu, de la porte, de la pluie, de tout. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a demandé à voir mon compte bancaire, mon emploi du temps, et tous les messages de cette semaine-là. Il a tout regardé attentivement, de la façon dont il avait l'habitude d'inspecter les réclamations d'assurance avant sa retraite. Après presque 1 heure, il a fermé mon téléphone et a dit, « Ton histoire a du sens. » La sienne, non. Le lendemain après-midi, il est allé à l'entrepôt de mon père. Je ne voulais pas y aller, mais il m'a dit que j'avais le droit de regarder les gens faire face à la vérité. Nous nous sommes garés sur le parking juste au moment où mon père se tenait dehors avec 2 employés et un ami d'une autre équipe de réparation. Il riait. Au début, je ne pouvais pas entendre les mots. Puis mon père a dit, « Je l'ai jeté dehors sous la pluie. Peut-être que maintenant elle apprendra le respect. » Les hommes ont ri avec lui. Mon estomac s'est glacé. Mon grand-père est sorti de la voiture avant que je puisse l'arrêter. Il a traversé le parking d'un pas décidé et a posé une main sur l'épaule de mon père. Mon père s'est retourné et toute la confiance a disparu de son visage. Il a murmuré, « Papa, pourquoi es-tu ici ?» Mon grand-père l'a regardé, puis a regardé les hommes, puis l'a regardé de nouveau. « Parce que ta fille dort au-dessus d'un restaurant, a-t-il dit, pendant que ton fils dépense de l'argent qui n'a jamais été le sien. » Pour la première fois de ma vie, mon père n'a rien eu à dire. Mon père a essayé de se reprendre rapidement parce que les hommes comme lui n'aiment pas être humiliés, surtout devant des gens qu'il contrôle habituellement. Il a dit à tout le monde de retourner au travail, puis a conduit mon grand-père et moi dans le bureau de l'entrepôt. C'était une pièce exiguë avec des classeurs en métal, des échantillons de toiture, de vieilles tasses de café, et un tableau blanc couvert d'adresses de chantier. Ma mère était déjà là, saisissant des factures sur l'ordinateur. Quand elle m'a vu, son visage s'est adouci pendant une demi-seconde, puis a pris un air effrayé. Elle a regardé mon père comme si elle avait besoin de permission pour se soucier de moi. Mon frère a été appelé 20 minutes plus tard. Il est arrivé dans son camion avec la musique à fond, portant des lunettes de soleil même si le ciel était nuageux. Quand il m'a vu assise à côté de mon grand-père, il a cessé de sourire. C'est à ce moment-là que j'ai su pour la première fois qu'il avait peur. Mon grand-père ne l'a pas accusé immédiatement. Ce n'était pas son style. Il avait passé des décennies à traiter des réclamations d'assurance, à lire des rapports de dommages, à repérer des fraudes, et à trouver le seul chiffre qui faisait s'effondrer toute une histoire. Il a posé des questions simples. Quand exactement l'enveloppe a-t-elle disparu? Qui savait qu'elle était dans le tiroir de la cuisine? Pourquoi l'argent des acomptes des clients était-il gardé à la maison au lieu d'être enregistré sur le compte de l'entreprise? Mon père détestait chaque question. Ma mère a répondu à la plupart d'entre elles parce qu'elle s'occupait de la facturation et savait que les dossiers étaient en désordre. Puis mon grand-père a demandé à mon frère à quelle heure il avait quitté la maison cette nuit-là. Mon frère a répondu qu'il avait été à la maison tout le temps. Mon grand-père s'est tourné vers moi et a demandé quand mon ami avait vu son camion pour la première fois près du parking du restaurant. Mon frère a explosé, qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Mon grand-père a dit, généralement, quand un homme répond à une question avec colère, cela signifie que la question a touché un point important. Puis il a demandé le registre des dépôts de l'entreprise, le relevé de la carte d'essence, et les registres des reçus de la semaine de la tempête. Mon père a d'abord refusé, disant que c'était son entreprise. Mon grand-père lui a calmement rappelé que les 2 premiers camions de l'entreprise avaient été achetés avec l'argent de sa retraite, que certains prêts pour l'équipement portaient encore son nom, et que si l'argent des acomptes des clients avait été mal géré. Ce n'était plus seulement un problème familial. La pièce est devenue silencieuse après cela. Ma mère a imprimé les registres avec des mains tremblantes. La chronologie était laide.
L'enveloppe a disparu jeudi. Mon frère a payé en espèces vendredi matin pour régler un solde en souffrance dans un garage automobile. Le même après-midi, il a versé un acompte pour un kit de surélévation pour son camion. Il a prétendu que c'était de l'argent qu'il avait économisé, mais il n'y avait aucun retrait sur son compte. Puis, mon ami m'a envoyé une vidéo du parking du restaurant. Je ne savais même pas qu'elle l'avait. Sa tante gardait une petite caméra de sécurité pointée vers l'entrée arrière parce que des clients ivres essayaient parfois de s'éclipser sans payer. La vidéo montrait mon frère appuyé contre son camion la nuit après que j'ai été jeté dehors, riant avec un gars que je reconnaissais de son cercle. Le son n'était pas parfait, mais il était assez clair. Il a dit, « Elle est partie parce qu'il croit tout ce que je dis. » Ma mère a couvert sa bouche. Mon père a fixé l'écran comme si le téléphone l'avait trahi personnellement. Mon frère a dit que c'était une blague. Puis il a dit que la vidéo était truquée. Puis il a dit, « J'ai dû planifier ça avec mon ami. » Il n'arrêtait pas de changer d'histoire parce que la vérité se refermait sur lui et qu'il ne trouvait pas de porte de sortie. Mon grand-père a placé un autre papier sur le bureau. C'était un reçu du garage automobile avec la signature de mon frère. Paiement en espèces, le même montant qui correspondait à une partie de l'enveloppe manquante. Le visage de mon frère s'est décomposé, mais pas de culpabilité. De panique, il a commencé à pleurer, disant qu'il l'avait seulement emprunté, disant qu'il avait l'intention de le remettre, disant qu'il était fatigué que tout le monde agisse comme si j'étais parfaite. J'ai failli rire. Parfaite. J'avais dormi au-dessus d'un restaurant. Mon sac à dos sentait encore la pluie. Mon père s'est retourné contre moi au lieu de lui, car m'accuser était plus facile que d'admettre qu'il avait jeté le mauvais enfant. Il a dit, « Pourquoi n'es-tu pas simplement rentré à la maison pour t'expliquer ?» Mon grand-père a frappé du plat de la main sur le bureau, pas assez fort pour nous effrayer, mais assez fort pour l'arrêter. « Elle s'est expliquée, a-t-il dit. Vous avez choisi de ne pas écouter. » Puis il a regardé mon frère et lui a annoncé les conséquences. Il a été suspendu de l'entreprise immédiatement. Il ne toucherait plus aux acomptes des clients, aux factures, aux véhicules, ou aux comptes de l'entreprise. Il vendrait les améliorations du camion et rembourserait chaque dollar. S'il refusait, mon grand-père apporterait les dossiers à un avocat et aux clients dont la compte avait été utilisée. Mon frère a regardé mon père pour être sauvé, mais mon père était trop occupé à se noyer dans sa propre fierté. Ma mère a murmuré mon nom et a dit qu'elle était désolée. Je voulais que ces mots guérissent quelque chose. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont seulement prouvé qu'elle avait su comment les prononcer depuis le début et avait choisi le silence quand j'avais le plus besoin d'elle. Avant que nous partions, mon grand-père a regardé mon père et a posé une question. Protégeais-tu ton fils ou protégeais-tu le mensonge qui te donnait l'impression d'être puissant? Mon père n'a pas répondu. Ce silence a été la première chose honnête qu'il m'ait donnée depuis des années. Je ne suis pas retourné vivre à la maison après que la vérité ait éclaté. Cela a surpris mes parents plus que tout. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que les preuves réparent tout. Comme si, une fois mon frère démasqué, j'allais retourner dans la maison, accepter des excuses, et retourner dans la même pièce où j'avais passé des années à être blâmé pour des choses que je n'avais pas faites. Mais la vérité n'efface pas une porte verrouillée. Elle ne sèche pas les vêtements que vous portiez sous la pluie. Elle ne fait pas oublier à une fille le son de son père riant de sa douleur. Mon grand-père m'a ramené à Raleigh avec lui. Derrière sa maison, il y avait un petit studio aménagé qui était autrefois son espace de menuiserie. Il y avait un lit étroit, un micro-ondes, un bureau, et une fenêtre qui donnait sur une rangée de pins. Ce n'était pas luxueux. C'était à moi. La première nuit où j'y ai dormi, je me suis réveillé 3 fois parce que c'était trop calme. Pas de bruit de pas dans le couloir, pas de cris venant d'en bas. Pas le sentiment que quelqu'un pourrait faire irruption et m'accuser de quelque chose avant le petit déjeuner. Le calme a semblé étrange au début. Puis il a ressemblé à de l'oxygène. Mon grand-père m'a aidé à contacter le bureau des admissions du collège communautaire et à expliquer ma situation de logement. J'ai payé ce que je pouvais avec mes économies, et il a couvert le reste sous forme de prêt. Non pas parce qu'il voulait que je sois endetté envers lui, mais parce qu'il savait que j'avais besoin de sentir que je construisais encore ma vie de mes propres mains. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un refuge pour animaux locaux et j'ai commencé à prendre des photos d'adoption pour eux. Cela a commencé comme du bénévolat.
Juste moi avec mon appareil photo d'occasion agenouillé sur des sols en béton pour capturer des chiens effrayés ayant l'air doux et pleins d'espoir. Puis les gens ont commencé à demander si je pouvais faire des portraits d'animaux. Une femme m'a payé $50 pour photographier son vieux Golden Retriever. Puis une autre a payé $75. Ensuite, un groupe de sauvetage a utilisé mes photos sur leur page et 3 chiens ont été adoptés en un week-end. Pour la première fois, quelque chose dont mon père s'était moqué comme étant inutile aidait à créer quelque chose de bien. J'ai appelé ma première petite série de photos après la tempête. Je n'ai pas dit aux gens pourquoi. De retour à Wilmington, les conséquences ont continué à s'étendre. Mon frère a dû vendre les pièces de camion dont il aimait tant se vanter. Quand cela n'a pas suffi, mon grand-père l'a forcé à vendre le camion lui-même et à utiliser l'argent pour rembourser la compte du client. Mon frère a perdu son poste dans l'entreprise. Et parce que les nouvelles voyagent vite dans les cercles de petites entreprises, il ne pouvait pas facilement obtenir un autre emploi impliquant de manipuler de l'argent ou des devis. Les amis qui avaient ri avec lui ont disparu quand l'histoire a cessé d'être drôle. Mon père a souffert aussi, bien que pas de la manière dramatique que les gens pourraient imaginer. Il n'a pas tout perdu du jour au lendemain. Les vraies conséquences sont plus lentes et plus humiliantes que cela. Mon grand-père a fait venir un comptable externe pour examiner les dossiers de l'entreprise. 2 clients ont retardé leur contrat après avoir appris qu'il y avait eu des problèmes avec la gestion des acomptes. Mon père a dû appeler des personnes qui l'impressionnaient auparavant et expliquer pourquoi de nouvelles procédures de paiement étaient ajoutées. Il détestait ça. Il détestait la surveillance. Il détestait avoir besoin de l'aide du père qu'il avait essayé de dépasser. Par-dessus tout, il détestait que tout le monde sache qu'il avait eu tort. Ma mère m'a envoyé des courriers électroniques. Le premier était brouillon, plein d'excuses sur la peur, le stress, et la rapidité avec laquelle tout s'était passé. Je n'ai pas répondu. Le second était plus court. Elle a écrit « J'aurais dû ouvrir la porte ». J'ai lu cette phrase 10 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai pleuré pour la première fois depuis la tempête. Non pas parce que je lui pardonnais, mais parce qu'elle avait enfin nommé la chose qui faisait le plus mal. Elle aurait dû ouvrir la porte. Des semaines ont passé. J'ai commencé une thérapie grâce à un programme de soutien aux étudiants. J'ai appris des mots comme bouc émissaire, négligence émotionnelle, et limite. Au début, ces mots semblaient trop cliniques pour quelque chose qui avait semblé si personnel. Mais lentement, ils ont donné forme à ce à quoi j'avais survécu. Mon frère avait menti. Mon père avait choisi la fierté. Ma mère avait choisi le silence. Et j'avais choisi de continuer à vivre. Cela comptait. Vers la fin du semestre, une de mes photos a remporté un petit concours sur le campus. Elle montrait un chien de refuge se tenant dans une tache de soleil après une averse. Une patte levée, les yeux fixés sur quelque chose hors du cadre. Le juge a dit que cela ressemblait à l'espoir, décidant s'il fallait à nouveau faire confiance au monde. Je me tenais au fond de la pièce pendant que les gens applaudissaient. Et pour une fois, je n'ai pas cherché ma famille du regard. Je n'avais pas besoin qu'ils me voient. Je commençais enfin à me voir moi-même. La réunion finale a eu lieu presque 4 mois après la tempête. Mon grand-père l'a organisée dans son petit bureau, pas chez mes parents, pas à l'entrepôt, nulle part où mon père pourrait prétendre qu'il était en charge. Il m'a dit que je n'étais pas obligé de venir. Il a dit que tourner la page n'était pas une dette que je devais à qui que ce soit. Mais je voulais y aller non pas parce que j'avais besoin d'excuses et non pas parce que je voulais les regarder souffrir. Je voulais parler dans une pièce où personne ne pourrait me jeter dehors pour avoir dit la vérité. Mon père est arrivé en premier. Il avait l'air plus vieux, plus petit d'une certaine manière, bien qu'il ait toujours les épaules larges et soit raide de fierté. Ma mère est entrée derrière lui avec les yeux rouges et un dossier serré contre sa poitrine. Mon frère est arrivé en dernier. Il n'avait plus les clés de son camion qui se balançaient au bout de son doigt. Il ne marchait plus comme si la pièce lui appartenait. Il s'est assis et a fixé le sol de la même manière qu'il avait fait semblant d'avoir l'air innocent tant de fois auparavant. Mon grand-père s'est assis à côté de moi, mais il n'a pas parlé à ma place. C'était important. Pour une fois, la voix dans la pièce était la mienne. Je leur ai dit que la partie la plus difficile n'était pas l'argent. Ce n'était même pas le mensonge. C'était la facilité avec laquelle ils avaient cru que je méritais d'être puni. J'ai dit, vous n'aviez pas besoin de preuves pour me jeter.
Vous aviez seulement besoin d'une histoire qui me faisait paraître coupable et lui donnait l'air blessé. Ma mère a commencé à pleurer, mais j'ai continué. Je leur ai rappelé le Porsche, la pluie, le sac à dos heurtant les planches mouillées, la porte se verrouillant derrière moi. J'ai dit à mon père que j'avais attendu qu'il vienne me chercher. Et quand il ne l'a pas fait, quelque chose en moi a cessé de l'attendre pour toujours. Il a essayé de prononcer mon nom, mais mon grand-père a levé un doigt et mon père a fermé la bouche. Mon frère a finalement parlé. Il a dit, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je l'ai regardé pendant un long moment. C'était ça le problème avec lui. Il pensait toujours que l'histoire se terminait quand il échappait aux conséquences. Il n'imaginait jamais ce qui arrivait à la personne qu'on laissait les porter. Je lui ai dit, tu n'as pas pensé à l'endroit où j'allais dormir. Tu n'as pas pensé à ce que les gens allaient dire. Tu n'as pas pensé à ce que ça fait d'être innocent et de quand même perdre sa maison. Tu as seulement pensé à gagner. Il a pleuré alors, vraiment pleuré. Mais je ne me suis pas précipité pour le réconforter. Peut-être qu'il était désolé. Peut-être qu'il était juste désolé que le monde le voie enfin clairement. De toute façon, ces larmes n'étaient plus ma responsabilité. Mon grand-père a exposé les conséquences finales en des termes clairs. Mon frère devait continuer à rembourser l'argent jusqu'à ce que chaque centime soit restitué. Il n'était pas autorisé à réintégrer l'entreprise avant au moins 1 an, et même alors, seulement s'il suivait une thérapie et prouvait qu'il pouvait travailler sans accès au fonds des clients. Mon père ne garderait l'entreprise que sous surveillance financière, avec un comptable externe examinant les dépôts et les paiements. Ma mère avait écrit une déclaration corrigeant la rumeur familiale selon laquelle j'avais volé de l'argent et elle l'avait déjà envoyée aux proches qui m'avaient jugé. Quand elle m'en a tendu une copie, sa main tremblait. C'était la première fois que quelqu'un dans cette famille mettait mon innocence par écrit. Mon père n'a pas pleuré. La fierté ne le lui permettait pas. Mais sa voix s'est brisée quand il a dit qu'il m'avait laissé tomber. J'ai cru qu'il en était conscient. Je ne savais pas si cela signifiait qu'il avait changé. Il y a une différence entre la culpabilité et le développement personnel, et je n'étais plus prête à confondre les deux. Ma mère a demandé si je rentrerais un jour à la maison. J'ai dit non. Pas cruellement, pas dramatiquement, juste non. Je leur ai dit que la fille qui se tenait dehors devant cette porte dans la tempête avait disparu. Je n'allais pas revenir en arrière pour redevenir elle. S'il voulait une relation avec moi un jour, il devrait la construire avec honnêteté, patience et respect. Il n'aurait pas accès à ma vie simplement parce que nous partagions le même sang. Mon père a eu l'air blessé par cela, mais je l'ai laissé être blessé. Pendant des années, ses sentiments avaient été traités comme des lois. Les miens avaient été traités comme des problèmes. Cela a pris fin dans ce bureau. Avant de partir, j'ai dit une dernière chose. La famille devrait être l'endroit où la vérité est protégée, pas l'endroit où les mensonges sont récompensés. Si vous apprenez à un enfant qu'il peut mentir sans conséquence, et à un autre enfant qu'il doit souffrir en silence pour maintenir la paix, vous ne créez pas de loyauté. Vous créez des dégâts. Et un jour, ces dégâts franchissent la porte et apprennent à vivre sans vous. Personne n'a répondu. Il n'en avait pas besoin. Dehors, le ciel était clair, mais le trottoir était encore humide de la pluie du matin. Mon grand-père a marché à mes côtés jusqu'à la voiture et a demandé si j'allais bien. J'ai jeté un dernier regard vers la fenêtre du bureau où mes parents et mon frère étaient encore assis dans les ruines de tout ce qu'ils avaient refusé de voir. Puis j'ai hoché la tête. Je n'étais pas complètement guéri. La guérison n'est pas un interrupteur. C'est un chemin. Mais pour la première fois, je marchais sur ce chemin sans supplier les gens qui m'avaient fait du mal de marcher à mes côtés. Ce qui est arrivé à ma famille m'a appris quelque chose que je porterai pour le reste de ma vie. La vengeance ne consiste pas toujours à détruire les gens qui vous ont trahi. Parfois, il s'agit de laisser la vérité se tenir dans la lumière, de fixer des limites, et de choisir un avenir où votre valeur n'est pas décidée par ceux qui ont échoué à vous aimer correctement. La tempête ne m'a pas détruite. Elle a emporté le mensonge selon lequel j'avais besoin de leur approbation pour devenir quelqu'un de précieux. Et une fois ce mensonge disparu, j'ai enfin eu l'espace de le devenir.